Cette émission a été réalisée par les élèves de 6e 2 du collège Condorcet de la Chapelle de Guinchay en atelier scolaire avec Radio Aléo. La Fédération départementale des chasseurs de la Saône-et-Loire est une association qui a été créée en 1924 pour organiser la chasse et lutter contre le braconnage. Elle défend les intérêts des chasseurs et agit également pour la protection de l'environnement. Pour savoir comment, nous accueillons Vincent Augagneur, directeur de la Fédération départementale des chasseurs de la Saône-et-Loire. Bonjour Vincent. Bonjour. Votre fédération a pour mission de protéger et gérer la faune sauvage. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'elle fait sur le terrain ? Alors concrètement, la protection de la faune sauvage et sa gestion, elle passe par deux phases. La première, elle passe par la phase de connaissance de ces espèces. C'est primordial. Si vous voulez gérer, si vous voulez protéger, il faut connaître absolument ces espèces. Donc à travers ça, la fédération, concrètement, elle participe et elle met en place des suivis, tout simplement, d'espèces. Alors des suivis de jour, c'est-à-dire des comptages pédestres, des suivis de nuit, des comptages avec des véhicules pendant un circuit donné, des circuits linéaires, des circuits par points. On bague des animaux. Par exemple, on va baguer des bécasses des bois, on va baguer des bécassines des marais, des bécassines sourdes, etc. Et tout ça, ça nous donne des éléments, des données pour connaître l'espèce et surtout la protéger, puisque c'est bien un petit peu l'objectif de la fédération. Et puis, la protection et la gestion des espèces, ça passe aussi par l'aménagement du territoire. Et là, la Fédération des chasseurs de Saône-et-Loire est de plus en plus prenante sur cette thématique. Concrètement, par exemple, je vous annonce que cette année, nous avons planté 32 km de haies. Alors, l'aménagement du territoire, pourquoi planter 32 km de haies ? Tout simplement pour permettre à ces espèces de se protéger des prédateurs ou alors encore d'avoir un peu de nourriture pendant cet hiver. C'est pour ça qu'on travaille dans ce milieu-là et on développe toutes ces actions. Nous avons lu que la Fédération départementale des chasseurs organise des sensibilisations à l'environnement. Elle consiste en quoi ? Elle consiste à venir ici même et aujourd'hui vous parler de ce qu'on fait. C'est ça la sensibilisation à l'environnement. En Saône-et-Loire, comme dans bon nombre de fédérations des chasseurs, on a plusieurs publics. On a le grand public, donc on communique auprès de ce grand public. On a les scolaires, comme vous aujourd'hui. D'ailleurs, je tiens à vous remercier d'être présents. Et puis, on a également les élus de toutes les collectivités, les maires, les présidents de communautés de communes. À chaque public, on a des actions concrètes. Je vous donne un exemple pour le grand public. Vous avez peut-être entendu parler de l'opération J'aime la nature propre. Cette opération, c'est une opération nationale de nettoyage de la nature et la Fédération des chasseurs de Saône-et-Loire, en partenariat avec justement les territoires de chasse, ont procédé en mars dernier au nettoyage de la nature, de certains sites fluviaux ou de certains sites terrestres. Autre intervention dans le thème de la sensibilisation à l'environnement, on parcourt régulièrement collèges, MFR, lycées pour parler de ce qu'est l'environnement, pour parler des espèces, pour parler des habitats. On va démarcher par exemple des jeunes au primaire et on va les emmener en pleine nature, découvrir les empreintes des animaux, découvrir leurs habitats, leurs mœurs, etc. Donc c'est comme ça qu'on arrive à sensibiliser. Et puis la dernière chose en Saône-et-Loire, on a ce qu'on appelle, alors ça va être un mot barbare pour vous, les catalogues de mesures agro-environnementales. C'est tout un panel de mesures que l'on va proposer, soit au monde agricole, soit aux collectivités, afin de les guider pour faire en sorte qu'ils aménagent le territoire pour les espèces. Certains animaux sauvages sont qualifiés de nuisibles. Pouvez-vous nous expliquer lesquels et pourquoi ? Alors le mot nuisible n'existe normalement plus. On ne peut plus parler d'espèces nuisibles. On va parler en d'autres termes, on va parler d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. On parle de ces espèces pour les caractériser. En fait, c'est des espèces qui portent atteinte à la santé publique, à la sécurité publique, à la protection de la flore ou de la faune, aux activités agricoles, forestières, aquacoles ou à toute autre forme de propriété. En France, ces espèces sont classées en 3 groupes. Premier groupe, on va se dire entre nous que c'est les espèces qui ont été soit importées d'un autre territoire. C'est pas des espèces qui étaient communes en France. Et c'est des espèces qui, entre guillemets, dites non indigènes. Et ces espèces perturbent l'équilibre soit d'une autre espèce, soit d'un habitat. Je vous donne un exemple. Dans ce premier groupe, vous avez le ragondin. On le connaît tous, il est au bord des rivières. C'est un animal qui est arrivé en France et qui perturbe non pas une autre espèce, mais qui perturbe un milieu puisqu'il ravage les
les ruisseaux en creusant leur terrier. On a le rat musqué, le chien vivrin pour ceux qui ne connaissent pas, le vison d'Amérique, la bernache du Canada ou encore le raton laveur. Tout le monde connaît le raton laveur. On en a en Saône-et-Loire et c'est une espèce effectivement qui est apparue sur notre territoire. Le deuxième groupe, c'est des espèces, il y en a 10, qui regroupent la belette, la fouine, la martre des pins, le putois, le renard roux, le corbeau-freux, la corneille noire, la pie bavarde, le jet des chênes et enfin les tourneaux sansonnés. Ces 10 espèces sont classées ou non en Saône-et-Loire, c'est-à-dire on va pouvoir les détruire soit par tir avec un simple fusil, soit par piégeage ou soit par déterrage suivant l'espèce. Parce qu'elles peuvent perturber des activités soit humaines, elles peuvent perturber un milieu naturel. Pour qu'on puisse classer ces espèces en Saône-et-Loire, comme dans tout département d'ailleurs, nous, fédération, on a un grand rôle qui est de prouver au préfet et au ministre, puisque c'est le ministre qui est en charge de classer l'espèce, que l'espèce est réellement présente chez nous. C'est pour ça qu'on fait des suivis, c'est pour ça qu'on fait des comptages, etc. On doit prouver également qu'elle porte atteinte, qu'elle crée des dégâts. Il est hors de question de détruire une espèce, tout simplement parce qu'on a envie de la détruire. C'est pas du tout ça. Le but, c'est vraiment de détruire une espèce parce que, 1, on sait qu'elle est présente, et 2, elle perturbe des activités agricoles ou de la santé publique. Le dernier groupe, ça regroupe 3 espèces, le sanglier, qui est fortement présent en Saône-et-Loire, le pigeon ramier et le lapin de Garenne. L'objectif de classer, il faut que ça soit bien clair, c'est de permettre à l'homme d'intervenir vraiment par prélèvement, sans mettre en péril l'espèce. Il est hors de question qu'on rende vulnérable une telle espèce. Et puis, il y a une notion encore de mesure alternative. C'est que nous, fédération, on doit réfléchir sur est-ce que je peux avoir une méthode alternative, c'est-à-dire est-ce que je peux éviter de détruire le corbeau-freux par une autre mesure. Ça pourrait être un engrillagement des parcelles, ce qui n'est pas possible. Vous voyez la notion de mesure alternative après avoir indiqué la présence, après avoir indiqué l'atteinte et après avoir regardé les mesures alternatives, on demande le classement ou non et effectivement c'est le ministère qui a le dernier mot. La fédération doit indemniser les dégâts du gibier. Ça représente combien par an? De quel type de dégâts parle-t-on? La fédération, de par le code de l'environnement, les chasseurs doivent indemniser les dégâts de grand gibier au monde agricole. Quand je parle de grand gibier, je vais parler de sanglier, je vais parler de chevreuil, je vais parler de cerf principalement. Alors en Saône-et-Loire, on a 99% des dégâts de sanglier puisqu'on a très peu de population de cerf. On a une population de chevreuil mais elle ne crée pas de dégâts au monde agricole. Les dégâts que l'on indemnise s'élèvent à environ 650 000 € qui sont versés directement par les chasseurs au monde agricole. Donc ça fait un sacré budget pour les chasseurs puisque c'est directement pris dans les caisses, dans le porte-monnaie des chasseurs. Mais c'est la loi, on doit indemniser les dégâts de grand gibier. Les seuls dégâts que l'on va indemniser qui sont vraiment minimes en Saône-et-Loire, des dégâts réalisés par le chevreuil, ça va être les dégâts sur les sapins de Noël. Les chevreuils adorent ces jeunes pousses. Pour pouvoir chasser, il faut obtenir un permis. En quoi consiste l'examen et à partir de quel âge peut-on le passer ? Vous pouvez passer votre examen à partir de 16 ans. Vous pouvez même le commencer avant, dans vos 15 ans. Vous allez avoir votre permis de chasser à partir de 16 ans. Pour cela, la fédération elle procède comme une auto-école. C'est-à-dire que nous, on va vous proposer de vous former, une formation théorique, c'est-à-dire l'apprentissage via un bon petit bouquin qu'on va vous donner gratuitement et qui sera à apprendre. Et dedans, vous allez retrouver tout ce qui concerne les espèces, tout ce qui concerne les milieux, tout ce qui concerne les modes de chasse, tout ce qui concerne les armes, les chiens, voilà, il y a tout le panel synégétique qui est dedans et vous devez d'apprendre ce bouquin. Donc nous, on va vous faire une petite formation qui dure une demi-journée à la fédération, au siège, on vous accueille et on vous fait des examens. Et puis, on a la formation pratique, c'est beaucoup plus conséquent puisque c'est sur une journée entière où on va vous apprendre à manipuler une arme en toute sécurité. Pour cela, vous allez aller actuellement sur le site du Creusot, qui est un centre agréé dans le département, pour procéder à du tir réel, du tir factice et du tir réel. Vous allez suivre 3 ateliers. Le premier qui est tout simplement une simulation de chasse au petit gibier. Vous allez vous promener au milieu d'un circuit avec votre arme qui ne sera pas chargée bien évidemment. Et puis vous allez être confronté à du gibier qui va passer devant une silhouette, devant une voiture, devant une personne, devant une haie. Vous allez être vraiment mis en situation. Le deuxième atelier, ça va être vraiment du tir réel pour savoir si vous êtes capable, apte à maintenir correctement et à manipuler votre arme correctement. Et
Et le troisième atelier, c'est une simulation de chasse en battue, donc avec toutes les consignes que vous devez respecter, avec un tir à la carabine, un tir en réel, dans un site sécurisé. Et puis, mes collègues, au préalable, vous formeront impérativement à la manipulation de l'arme, puisqu'il est hors de question en 2023 de manipuler une arme dans n'importe quelle condition. Et la manipulation est quelque chose de très important. Et puis, une fois que vous allez avoir passé vos 2 formations, vous serez convoqué, comme quand vous allez passer votre permis de conduire, à un examen sur le site même, où vous allez répondre à 10 questions théoriques et vous allez passer votre circuit pratique avec un inspecteur de l'OFB, Office français de la biodiversité, qui validera ou non votre permis de chasser. La chasse fait peur, notamment à cause des armes. Quelles sont les plus utilisées et quelle est leur portée? Il y a 2 types d'armes, je vais faire assez simple, qui sont utilisées par nos chasseurs en Saône-et-Loire. Les armes à canon lisse, c'est le simple fusil, vous savez, avec 2 canons, vous avez certainement déjà vu ça. C'est une arme qui peut envoyer 2 types de munitions, soit une munition avec du plomb, qui est utilisée pour la chasse au petit gibier. Donc ça, vous avez une portée environ 200 mètres. Et puis, ce type d'arme peut également tirer ce qu'on appelle une balle. Et là, pour le coup, on peut aller jusqu'à 1500 mètres, 1 km 500, la portée de cette arme-là. Il y a un deuxième type d'arme qui est les carabines, qui eux peuvent faire peur tout simplement parce que ça va loin. Ça peut aller jusqu'à 5 km. Cette arme, elle a été étudiée pour 2 raisons. Les balles qui sont projetées partent à une telle vitesse que le ricochet est moindre. Contrairement à un fusil de chasse, la carabine, quand vous tirez une balle, ne ricoche que très peu. Et puis la deuxième chose, elle est tellement puissante qu'au lieu de blesser un animal, ce qui n'est pas du tout recherché par les chasseurs, elle le tue directement. C'est ce qu'on recherche, c'est-à-dire un impact clair, et une carabine est vraiment fait pour ça. Maintenant, une carabine, certains pensent qu'on peut aller tirer loin avec une carabine. Non, c'est pas le but du tout recherché. Les accidents de la chasse sont rares mais choquants car ils peuvent provoquer la mort. Quelles sont les règles de sécurité ? Je vais parler au niveau national. Les règles sont très très nombreuses. On a un code de l'environnement déjà qui réglemente la chasse. On a des arrêtés, des décrets ministériels. On a également un schéma départemental. Il y a tout un panel de mesures obligatoires. C'est-à-dire le chasseur ou l'organisateur d'une chasse collective a des obligations en la matière. Par exemple, le chasseur doit avoir, quand il part en battue, un gilet fluorescent de couleur orange en Saône-et-Loire. C'est une obligation pour se faire voir, être vu, soit par ses collègues à la chasse, soit par un autre usager de la nature. Le transport de l'arme aussi est réglementé. On ne prend pas une arme, on ne la met pas dans le coffre n'importe comment. Elle doit être transportée dans son étui proprement. La manipulation de l'arme aussi. Le tir fichant. Je dois m'assurer que ma balle rentre bien dans le sol pour être en toute sécurité. Puis il y a peut-être une notion, mais c'est peut-être un peu plus compliqué. Il y a une règle très simple, c'est qu'on ne va pas tirer dans l'enceinte traquée. C'est-à-dire les postés, on est autour du bois et on ne va pas tirer dans le bois parce qu'il y a des gens qui sont en train de pousser le gibier. Il y a des règles très strictes. Pour l'organisateur de battue, il a 3 mesures à respecter. C'est qu'il doit apposer des panneaux avec la mention chasse en cours. Quand vous allez vous promener, vous devez être susceptible de croiser ces panneaux, ce qui vous indiquera qu'il y a une chasse en cours à cet endroit-là. Le registre de battue aussi est quelque chose d'obligatoire pour l'organisateur. C'est-à-dire que tout participant à la battue doit impérativement signer ce registre, doit impérativement être identifié. En d'autres termes, l'organisateur de battue, responsable de territoire, doit s'assurer réellement de la bonne organisation de la battue en général. Et puis après, il y a tout un panel de préconisations. On a l'entretien de l'arme, la non-utilisation de la bretelle, c'est préconisé par la fédération, une bonne tenue vestimentaire pour être voyant, un comportement du chasseur exemplaire avec les autres usagers de la nature. On n'est pas tout seul, on ferme pas nos forêts, on peut croiser du monde sur les chemins communaux, et puis on doit surtout prendre en compte la zone de tir et ne pas tirer n'importe où. Tout ça, c'est des préconisations qui sont diffusées et communiquées auprès de chaque responsable de territoire. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il y a une saison pour la chasse ? La chasse, elle est tellement réglementée qu'elle est effectivement réglementée sur les dates d'ouverture et de fermeture. C'est tout simplement pour assurer la reproduction des animaux. Pour laisser tranquilles les animaux, se reproduire entre eux, élever leurs petits. La date d'ouverture en Saône-et-Loire commence le 3e dimanche de septembre et les animaux en général ont pu se reproduire, allaiter correctement pour les mammifères, leurs petits. L'idée, c'est vraiment d'adapter la saison de chasse en fonction de la situation locale. Et quand je dis ça, c'est que chaque département prend un arrêté préfectoral pour définir les dates d'ouverture. C'est-à-dire que dans chaque département, on a la possibilité de dire en Saône-et-Loire, il faudrait peut-être pousser ou avancer la date d'ouverture de la chasse au lièvre ou celle du lapin de Garenne ou celle du chevreuil, etc. Il existe plusieurs types de chasse. Quels sont les plus pratiqués en Saône-et-Loire ?
On a 2 types de chasse extrêmement pratiquées en Saône-et-Loire. C'est la chasse au grand gibier en battu, en action de chasse collective, qui est organisée pour prélever soit du chevreuil, soit du sanglier. Cette chasse, ça consiste à avoir des traqueurs dans un bois, c'est-à-dire qui poussent les animaux, et d'avoir des postés qui sont autour de ce bois. Et les traqueurs font en sorte de pousser les animaux en direction des postés qui pourront effectivement tirer, prélever l'animal. On a ce qu'on appelle la chasse devant soi, ou la bilbaude même, c'est-à-dire je pars à pied, avec ou sans chien, je parcours la nature à la rencontre d'animaux, chassables bien évidemment. C'est tout simplement une chasse devant soi, qui est une chasse individuelle, contrairement à la chasse collective. On a la chasse du gibier d'eau, puisqu'on a la chance d'avoir quand même de la Saône, et puis la Loire. Ces 2 grands cours d'eau nous permettent d'avoir une chasse au gibier d'eau et d'avoir énormément de pauses de canards, d'anatidés, etc. sur notre territoire. Donc c'est une chasse qui est pas mal pratiquée. 2 autres chasses qui sont pratiquées, la vénerie sous terre, c'est le déterrage du renard ou déterrage du blaireau, qui est énormément pratiqué en Saône-et-Loire, avec plus de 40 équipages qui pratiquent ce mode de chasse. Depuis quelques années, là pour le coup, la Fédération des chasseurs de Saône-et-Loire a vraiment développé ce mode de chasse, et il est de plus en plus pratiqué, c'est la chasse à l'arc. On a de plus en plus de personnes qui chassent à l'arc, soit le petit gibier, soit le grand gibier en Saône-et-Loire. Pourquoi parle-t-on de quotas pour certaines espèces chassées ? On parle de quotas pour les espèces soumises à plan de gestion ou à plan de chasse. Je vais vous donner un exemple. On a des quotas pour le chevreuil, c'est-à-dire qu'avant l'ouverture de la chasse, en accord avec nos partenaires et l'administration d'ailleurs, on va attribuer à un territoire de chasse un nombre minimal de chevreuils à prélever sur leur territoire et un nombre maximal de chevreuils à prélever. C'est tout simplement pour permettre un équilibre agro-sylvo-cynégétique. En fait, le fait de prélever du chevreuil permet de réguler cette population et derrière de limiter un petit peu les dégâts qu'il pourrait y avoir sur nos forêts. De même, par exemple, sur le sanglier, on a des quotas, un nombre minimum et maximum à prélever. Et effectivement, là aussi, ça permet justement d'avoir un équilibre, alors pas sylvo-cynégétique, mais plus agro-cynégétique, c'est-à-dire d'avoir un équilibre, pas trop de sangliers pour pas avoir trop de dégâts. Voilà pourquoi on a des quotas en Saône-et-Loire. Quelles sont les espèces les plus chassées dans le département ? En Saône-et-Loire, le chevreuil, c'est la principale espèce qui est chassée. Le sanglier est énormément chassé. On a environ 10 000 attributions chevreuil en Saône-et-Loire et 7 000 attributions sanglier. Ce qui concerne le petit gibier, on a le lièvre qui est une espèce de prédilection qui déchaîne les passions. C'est vraiment un animal phénoménal. On a le gibier d'eau. Dans le gibier d'eau, on a pas mal de colverts. On a d'autres espèces, mais principalement, on a en termes d'oiseaux de passage la bécasse des bois, un superbe oiseau avec un bec très fin et très long. En Saône-et-Loire, le renard est une espèce chassée. Puis je vous passe le pigeon ramier, le faisan et la perdrix, etc. Voilà. Est-ce qu'en Saône-et-Loire, certaines espèces sont élevées uniquement pour la chasse ? Et si oui, pourquoi ? Il y a des espèces qui sont élevées pour la chasse, le faisan, la perdrix sont élevés et comme vous dites pour être relâchés sur certains secteurs. Les lâchers permettent de renforcer des populations, tout simplement parce que derrière les souches qui sont relâchées sont des souches, on va dire, pures. Il est hors de question de relâcher des souches croisées qui pourraient peut-être mettre en péril les populations sauvages de faisans en Bresse. L'idée, c'est d'avoir des actions de relâcher dans des lieux bien précis où on sait pertinemment que le milieu est favorable pour ces espèces. Le loup, grand prédateur, a fait son retour dans le département. Qu'en pensez-vous ? Tout d'abord, le loup, ce n'est pas une espèce chassable. C'est une espèce protégée. En Saône-et-Loire, on a fait le choix de tout simplement améliorer nos connaissances sur cette espèce. On s'est formé sur cette espèce. On informe nos chasseurs. On n'a pas beaucoup d'actions concrètes sur le loup, puisque ce n'est pas une espèce chassable. Mais on tient à suivre quand même son développement. On peut être inquiet sur les autres populations d'espèces sauvages. On ne sait pas quel impact ce grand prédateur pourra avoir, par exemple, sur nos populations de chevreuils. On n'a pas suffisamment de recul en Saône-et-Loire pour ça. Les seules actions que l'on mène sur le loup, c'est de venir en aide au monde agricole s'il y a besoin de protéger les troupeaux d'ovins. On a eu quelques attaques en Saône-et-Loire sur les troupeaux d'ovins. La fédération est née, entre autres, pour lutter contre le braconnage. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup ? Le braconnage n'est plus un problème, en tout cas en Saône-et-Loire. C'est vraiment une pratique qui était certainement réalisée dans le temps. Là, on n'est plus du tout à la hauteur de ce qui a pu peut-être exister. On chasse plus par nécessité, on chasse plus pour remplir notre frigo. On chasse vraiment par passion, parce qu'on est proche de la nature, parce qu'on aime ça, parce qu'on vit avec la nature et le braconnage n'est plus un problème.
Il y a 13 100 chasseurs en Saône-et-Loire. Quel est leur profil ? Il n'y en a pas 13 000, on est 11 300 chasseurs en Saône-et-Loire. On a beaucoup de ruraux de par notre territoire. On a aussi des citadins. En 2011, on avait réalisé une étude départementale qui indiquait qu'on avait 45% de personnes retraitées qui allaient à la chasse. On avait 54% d'actifs et 1% d'étudiants. Si on regarde à travers les actifs, on a 30% d'ouvriers, on avait 8% de cadres, 6% d'artisans chefs d'entreprise et seulement 4% d'agriculteurs. Je ne peux pas passer outre pour cette question. On a l'impression que la chasse est ringardisée, que c'est que pour les anciens, mais pas du tout. L'âge moyen est de 54 ans en Saône-et-Loire. Les moins de 35 ans représentent 12%, les 35 à 55 ans représentent 35%, les 55, 75, 45 et les plus de 75 ans représentent 8%. Pour peaufiner tout ça, la Fédération nationale des chasseurs a lancé une étude, elle est en cours actuellement, pour remettre à jour les données et les interventions des chasseurs. Tous les ans, la chasse fait débat et certains voudraient l'interdire. Comment auriez-vous envie de justifier son utilité ? J'aurais tendance à répondre par une première question qui serait pourquoi la chasse devrait-elle être interdite ? En fait, au nom de quoi on pourrait interdire une pratique qui est totalement légale, qui est totalement encadrée par une multitude de textes, de lois, d'arrêtés, etc. Et là, je vais être très clair, on a des groupuscules qui utilisent parfaitement tous les outils de communication pour nous nuire. Donc non, nous ne sommes pas des meurtriers, on est des amoureux de la nature, on la vit, on tue effectivement des animaux, on prélève, oui effectivement c'est le b.a.-ba de la chasse, mais on vit dans cette nature, on comprend pourquoi tel ou tel animal est utile ou moins utile ou pourquoi cet animal est présent. Et moi j'ai une deuxième question, c'est pourquoi l'interdire ? Est-ce que quelqu'un est capable de me dire quelle espèce le chasseur a complètement détruite ? Il n'y en a aucune, ne cherchez pas, il n'y en a aucune. Le but du chasseur c'est tout simplement de permettre justement aux espèces de se développer tout en les contenant, tout en maintenant une bonne population. Puis vous parlez d'utilité, qui aménage le territoire, je parle pas autour des villes, je parle dans le milieu rural, qui procède aux plantations de haies, qui procède aux plantations d'arbres, de culture de faune sauvage pour les animaux l'hiver, pour qu'ils puissent avoir un minima un peu de nourriture, qui lance les actions concrètes de la biodiversité, qui intervient auprès du monde agricole auprès des dégâts, qui intervient dans les forêts pour limiter l'impact des cervidés, les cervidés c'est chevreuils, cerfs, etc., qui intervient auprès des particuliers quand ils ont une poule qui a été dévorée par les renards, qui intervient auprès des particuliers quand une fouine a mangé à peu près toute la laine de verre du grenier, qui réduit les populations de grands gibiers pour éviter les collisions parce que c'est aussi un problème et d'ailleurs on travaille dessus, qui collecte les cadavres d'animaux pour les emmener analyser pour comprendre pourquoi ces animaux sont morts, éviter peut-être des maladies, qui passe des heures à compter les animaux le jour, la nuit, qui participe à la vie du territoire tout simplement parce qu'on a 1500 territoires de chasse et 1500 associations de chasse qui participent comme toute autre association au développement d'une commune, au développement d'un quartier, voilà. Et bien tout ça, ce sont les chasseurs. Il y a plein d'acteurs, on est entouré de plein de partenaires, on n'est pas du tout isolé. Pour votre information, on est reconnu une association de protection de l'environnement. Pour avoir cet agrément, c'est pas rien non plus. La chasse, c'est aussi un facteur de lien social, c'est-à-dire que les 11 300 chasseurs de Saône-et-Loire sont heureux de se retrouver soit en semaine, soit le samedi, soit le dimanche. Il y a des personnes qui sont seules chez elles et c'est comme tout autre sport, ça leur permet un petit peu d'avoir des liens, de rencontrer du monde et ça c'est pas négligeable et c'est surtout à ne pas négliger. C'est important de pouvoir se retrouver, c'est important de pouvoir discuter avant ou après une action de chasse. Quand on connaît pas bien quelque chose, on en a toujours peur. Et nous, notre rôle à la fédération, c'est de faire connaître ce qu'est un chasseur, qu'est-ce qu'il fait, comment il le fait, dans quelles conditions il le fait et d'apporter des garanties tout simplement sur son action. À partir de là, une personne qui connaîtra, elle aura certainement moins peur de la chasse puisque je suis chasseur, je n'ai pas l'impression d'être un danger, mais concrètement, je peux vous assurer qu'on passe de très bonnes matinées, de très bonnes journées à travers ces actions de chasse. Et je vous invite toutes et tous à participer à une opération qui s'appelle Un dimanche à la chasse. C'est une opération qui se déroule au mois d'octobre, qui est organisée par la Fédération des chasseurs et qui, par une simple inscription, va vous permettre de découvrir une journée de chasse, petit, grand gibier, chasse au gibier d'eau, c'est vous qui choisissez. Ça peut être autour de chez vous, c'est gratuit. Vous êtes encore un peu petit, donc on vous demandera de venir avec vos parents. Vous pourrez tout à fait découvrir ce que l'on fait, comment on le fait, puis après vous pourrez avoir une vraie opinion sur notre pratique. Merci à Vincent Augagneur, directeur de la Fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire, d'avoir répondu à nos questions. Si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent en savoir plus, rendez-vous sur le site internet chasse-nature-71
radio11.fr. Merci à vous.